Bien, bonjour à tous. Je remercie donc Madame Villavert, comme toujours, de me permettre de mettre en ligne ces cours qui ont été dispensés et qui continuent de l'être. Et je souhaitais aujourd'hui donc parler de Pierre Corneille. Pierre Corneille, bien sûr, de son théâtre d'abord, mais peut-être aussi insister sur la dimension baroque de ce théâtre et notamment sur l'une des pièces parmi, bien sûr, l'ensemble. Peut-être aussi rappeler que Corneille, la vie de Corneille, donc couvre le siècle puisqu'il naît en 1606 et meurt en 1684. Il est né donc dans une famille, une bonne famille bourgeoise de juristes à Rouen, maison d'ailleurs ville dans laquelle tout au moins il vécut jusqu'en 1662. C'est l'aîné d'une famille de 6 enfants et parmi lesquels on peut distinguer son frère plus jeune, Thomas, qui fut aussi un écrivain, qui lui succédera d'ailleurs à l'Académie française, qui naît beaucoup plus tard quand même, 1625, et puis Marthe, non pas en tant que telle, mais parce qu'elle fut la mère d'un autre grand écrivain, donc de la fin du siècle, début du XVIIIe, Fontenelle. L'autre point important, c'est de noter qu'il a fait, comme beaucoup des élites parisiennes de province et européennes, ses études donc chez les jésuites. Et cette formation sera très probablement déterminante dans le goût que Corneille développera pour le théâtre. Néanmoins, il a suivi, comme beaucoup d'autres écrivains d'ailleurs, une formation en droit. Il sera reçu comme avocat stagiaire à l'audience civile du Parlement de Rouen en 1624 et titulaire seulement à partir de 1628 avec un double office. Donc nous sommes dans le cadre de la vénalité des charges. Donc comme avocat du roi au siège des eaux et forêts, mais aussi à l'Amirauté de France. C'étaient des offices relativement modestes, dont Corneille, d'ailleurs, s'est acquitté pendant une bonne vingtaine d'années, qui néanmoins n'ont pas été une entrave au développement du goût pour le théâtre et surtout à sa vocation de dramaturge. Et dès l'hiver 1629-1630, la troupe de Mondori, avec laquelle le jeune poète a pris contact au cours d'un de ses passages à Rouen, crée, met en scène donc, la première comédie de Corneille, Mélite, au jeu de paume, donc Berthaud, qui sera le futur théâtre du Marais. Et c'est un succès. Cette comédie est un succès et elle va encourager Corneille à poursuivre, parallèlement à sa carrière d'homme de robe, d'homme de droit, une carrière d'auteur dramatique qui ne s'interrompra véritablement que 35 ans plus tard. Après le succès, le grand succès du Cid en 1637, donc le père de Corneille reçoit des lettres d'anoblissement qui récompense en définitive le travail notamment du fils et couronne une œuvre déjà importante. En 1644, il est candidat à l'Académie française, mais n'y est reçu qu'en 1947, ce qui va le conduire progressivement à passer une partie de sa vie à Paris. Il s'installe à Paris, ainsi que son frère Thomas, véritablement en 1662, et bénéficiera du mécénat, de la protection du duc de Guise. Corneille, à partir de 1663, donc au tout début du règne personnel de Louis XIV, est régulièrement pensionné. En 1675, peut-être à cause du médiocre succès des dernières œuvres, il sera rayé de la liste donc, des écrivains gratifiés et la pension royale ne sera rétablie qu'en 1683, c'est-à-dire quelques mois avant la mort de Corneille, en octobre 84. Et en janvier 85, donc, son jeune frère Thomas
lui succède à l'Académie française et le discours de réception sera prononcé par le rival qui a contribué justement à cette perte, au fond, d'aura auprès du public par Racine. Et c'était peut-être aussi l'occasion pour l'auteur de Phèdre de faire à la fois l'éloge de son aîné, mais aussi de son rival. J'ai dit que j'aimerais me concentrer dans un premier temps mon attention sur une des dernières comédies de Corneille. Et cette comédie, justement, parce que d'abord dans la production théâtrale, elle marque un tournant et elle est représentative aussi de la dimension baroque du théâtre de Corneille et reflète bien les goûts du temps. Je veux parler de l'illusion comique. Alors, l'illusion comique est créée lors de la saison théâtrale de 1635-1636. Je rappelle que les deux dates, c'est pendant l'hiver notamment, que l'on joue les pièces, que l'on va au théâtre, d'où donc ces années, la fin de l'année 1635, début de l'année 1636. À cette époque, Corneille est un dramaturge expérimenté, il est tout à fait maître de son art et de la technique théâtrale. Je rappelle que, je l'ai dit tout à l'heure, la première comédie donc datait de 1629, Mélite, et qu'après Mélite, 6 autres pièces ont suivi pratiquement au rythme d'une par an. Pour les chefs-d'œuvre, en revanche, chefs-d'œuvre à venir, ça n'est que le début, au fond, d'une longue carrière, car après l'illusion comique, Corneille écrira encore 23 autres pièces, et la dernière, donc, qui est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre incompris, Suréna, sera jouée en 1674, c'est-à-dire 10 ans avant la mort du poète tragique. Dans cet ensemble que je viens d'esquisser très rapidement, l'illusion comique occupe une place singulière. Et c'est peut-être ce qui fait tout son intérêt jusqu'à aujourd'hui. Elle révèle d'abord un aspect qui est assez souvent négligé de l'œuvre de Corneille, c'est précisément la dimension d'auteur de comédie. Or, l'illusion comique va participer au renouveau de la comédie au XVIIe siècle. Et elle représente par ailleurs, dans la vie du dramaturge et dans l'histoire du théâtre, une pièce qui occupe une place particulière. Pourquoi une place particulière? Tout d'abord parce qu'elle relève d'un genre, la comédie, que Corneille a illustrée dans la première partie de sa production théâtrale, au point, l'ai-je dit, d'être considéré donc par la postérité comme pratiquement uniquement un auteur de tragédie. Et c'est d'ailleurs par ces tragédies que Corneille a connu les plus grands succès. Ce sont celles qui, aujourd'hui encore, figurent parmi les pièces les plus jouées du répertoire. Bien sûr, le Cid, qui suit l'illusion comique en 1637. 1640, c'est Horace. 42, Cinna. 42-43, Polyeucte. Et toutes ces tragédies traitent de questions graves qui font une portée politique, avec les thèmes comme la guerre, la paix, la naissance et la mort des États, les rapports aussi de l'individu face au pouvoir politique. Alors que dans d'autres pièces, comme la première de ces pièces, Comédie de Mélite, ou dans Clitandre, ou dans La Veuve de 1631, ou même encore dans La Galerie du Palais, ou la suivante, ou La Place Royale de 1634, eh bien, on peut observer que Corneille présentait déjà sa maîtrise du genre théâtral, et notamment du genre comique, et qu'à de multiples égards, on peut poser Corneille comme un prédécesseur, un précurseur même,
de Molière. Alors qu'est-ce qui caractérise ce renouveau au fond de la comédie, et notamment dans le théâtre de Corneille? Déjà, il faut se rappeler que jusqu'au début des années 1630, le genre littéraire de la comédie est un genre pratiquement éteint, c'est un genre moribond. On ne joue plus au fond que des farces qui sont surtout fondées sur des coups de théâtre, des coups que l'on reçoit, des jeux de mots qui sont souvent des jeux de mots grossiers. Et alors que justement la comédie en vers et en 5 actes va privilégier l'étude des caractères, l'étude des conditions sociales, mais c'est un théâtre, c'est un genre théâtral qui, au fond, est à venir, qui n'existe pas encore. Corneille n'est pas le seul non plus à avoir concouru à ce renouvellement du genre théâtral, et je pense notamment à Rotrou. Alors ces comédies que Corneille, en particulier, produit, eh bien, relatent des aventures sentimentales de jeunes gens qui, justement, sont suffisamment riches pour n'avoir comme préoccupation que les élans du cœur. Les considérations matérielles ne sont que des dimensions secondaires, voire accessoires. Et la volonté, et là c'est un autre problème de la société de l'époque, très largement mise en scène et débattue, la volonté justement des parents de marier leurs enfants contre leur gré, en même temps que la découverte de l'amour qui suscite émerveillement mais aussi trouble, avec bien sûr la présence de rivaux, ces éléments permettent d'assurer tous les rebondissements nécessaires à une action dramatique consistante. Et dans le cas de l'illusion comique, eh bien, cette comédie possède une triple originalité. D'abord, une originalité de nature chronologique. Ensuite, une originalité de nature technique. Et puis, une dimension morale qui est importante et que nous allons aborder. Sur le plan chronologique, je l'ai évoqué, l'illusion comique marque le tournant dans la production de Corneille. Avec elle s'achève pratiquement la série des comédies de Corneille. Bien sûr, viendra ensuite en 1944 Le Menteur et la suite du Menteur. Mais, lors de la saison suivante, c'est-à-dire 1636-1637, eh bien, ce sera une pièce d'une autre nature qui va connaître un immense triomphe, c'est le Cid. Et Corneille, avec le Cid, aborde le monde de la tragédie, d'ailleurs qu'il ne quittera plus. Or, avec l'illusion comique disparaît donc un certain Corneille, celui qui savait faire rire ou sourire en décrivant le comportement de ses contemporains. Sur le plan technique, l'illusion comique montre aussi une complexité même extrême, puisqu'elle prend le théâtre pour sujet principal. Et par conséquent, elle met en œuvre tous les procédés dont un dramaturge peut se servir. C'est une réflexion que Corneille mène sur les possibilités du théâtre, en même temps qu'il en présente une application concrète. Sur le plan moral, enfin, cette comédie constitue à la fois une défense du genre théâtral, mais pas seulement, du métier de dramaturge et des bienfaits donc que procure le théâtre dans l'éloge final que le personnage d'Alcandre, le magicien, métaphore du dramaturge, prononce. Au regard de la structure de la pièce, il faut avoir présent à l'esprit qu'au XVIIe siècle,
sur le plan terminologique, le mot comédie désigne à deux sens, le polysémique. D'abord, il désigne, comme aujourd'hui, une pièce, donc, qui a pour objectif principal de faire rire. Et d'une manière générale, comédie au XVIIe siècle est aussi synonyme de théâtre, une pièce de théâtre en général. Et sous la plume de Corneille, c'est surtout à ce second sens que le titre renvoie. Donc une pièce de théâtre comme dans un rêve éveillé, où la dimension imaginaire va devenir réelle, et justement où le spectacle théâtral est le lieu où la fiction va s'incarner sur scène. C'est en raison de cette dimension que l'intrigue de l'illusion comique est complexe. Et à de multiples égards, d'ailleurs, elle est si complexe que le spectateur, voire le lecteur, est désorienté, déconcerté. Pourquoi ? Eh bien, en effet, la structure de la pièce présente une construction à trois niveaux. Construction qui repose sur le principe du théâtre dans le théâtre, qui n'est pas un principe nouveau. Le théâtre européen l'a présenté, l'a utilisé bien avant Corneille. Mais la cohérence de l'ensemble demeure malgré tout une cohérence forte, une cohérence solide. Au premier niveau, donc, cela correspond, si vous voulez, au dialogue entre le personnage du mage d'Alcandre et le personnage de Pridamant. L'intrigue semble tout à fait simple. Lors des scènes d'exposition, elle nous est présentée. Le père, donc, qui s'appelle Pridamant, s'inquiète de ce qu'est devenu son fils, du nom de Clindor, et va tenter par tous les moyens, même surnaturels, d'avoir des nouvelles, de savoir ce qu'il est advenu donc de ce fils, avec qui, ou à propos de qui, il se reproche d'avoir été trop dur, trop sévère, ce qui a provoqué son départ. Et donc, sur les conseils d'un ami, il s'adresse à un magicien. Ce magicien, donc, apparaît à la première scène et en même temps, en d'autres temps, réapparaît à l'acte 2, réapparaît à l'acte 3, réapparaît bien sûr à l'acte 4 et au fond, en finale de la pièce, donc à l'acte 5. À ce stade, la structure de la pièce présente un profil traditionnel. Mais très rapidement surgit un deuxième niveau. Ce deuxième niveau correspond à l'évocation magique, justement, qu'Alcandre met en scène, qui est rendue possible par les pouvoirs surnaturels, donc, du magicien. Il fait apparaître, il reprend le terme platonicien des spectres, qui surgissent du fond de la grotte, et grotte qu'habite le personnage d'Alcandre. Et grâce à ses pouvoirs surnaturels, il va pouvoir ressusciter devant les yeux de Pridamant le passé de Clindor et d'Isabelle, qui sont entrés au service, au moment où la pièce commence, donc ce deuxième niveau, au service donc d'un personnage haut en couleur, celui de Matamor. Et ce sont, dans la structure, dans l'économie générale de la pièce, ce sont les actes 2, excepté donc la scène 1 et 9, et l'acte 3, excepté la scène 12, et la scène 4, excepté la scène 10. Ce deuxième niveau introduit un élément de complexité, puisque la représentation des aventures de Clindor et d'Isabelle, à l'époque justement où il servait Matamor, constitue un spectacle en soi. Mais intervient un troisième niveau.
Troisième niveau qui va renforcer la complexité donc de la structure dramaturgique. En effet, à partir de l'acte 5, aux scènes 2, 3, 4 et 5, les personnages de Clindor, d'Isabelle, de Lise, surgissent, mais ils sont devenus des comédiens professionnels et ils apparaissent dans l'exercice de leur métier et non pas tels qu'ils sont dans la vie courante, mais dans des rôles qu'ils sont en train d'interpréter. Et d'ailleurs, tous trois jouent un autre type de pièce, c'est une tragédie. C'est une tragédie dont Corneille ne donne que le fragment, au fond, le plus essentiel, et ce spectacle théâtral vient s'enchasser dans l'ensemble général du spectacle. Donc, la structure de l'illusion comique repose sur, je l'ai dit, une mise en abîme, le spectacle donc du théâtre dans le théâtre, procédé au fond qui obéit toujours à une sorte de technique fondamentale et qui intervient quand une pièce, justement, prend notamment pour sujet la vie des comédiens qui jouent une autre pièce qui vient s'imbriquer dans la première structure. Et je l'ai dit, le théâtre européen a utilisé, bien avant Corneille, ce procédé, si vous voulez, notamment le théâtre italien, mais aussi le théâtre anglais, depuis donc le XVIe siècle. Mais dans le titre, donc, quel est le sens? Il convient de s'interroger sur le sens de l'illusion. Qu'est-ce qu'une illusion? L'illusion, c'est une vision. Une illusion, ça peut être un mirage. Une illusion, ça peut être aussi l'effet, et c'est très courant au XVIIe siècle, l'effet des fresques murales, un trompe-l'œil. Une illusion, ça peut être aussi une chimère, un rêve creux. Or, le résultat est toujours le même. C'est-à-dire que le faux a été pris pour le vrai. Et dans l'illusion comique, l'erreur, justement, domine. L'erreur se situe sur trois plans. D'abord, au regard des personnages. Les personnages se trompent les uns les autres et sont trompés. Ils se trompent sur eux-mêmes, mais ils se trompent aussi sur les autres. C'est-à-dire qu'on est dans un univers des fausses apparences, typique du théâtre, l'univers du masque. Et la tradition du théâtre italien, depuis d'ailleurs, reprenant une tradition très ancienne remontant à l'Antiquité, utilise les masques pour des personnages assez stéréotypés. Matamor apparaît d'ailleurs comme l'essence de cette représentation métaphorique du masque. Pourquoi? Bien, le personnage en tant que tel, il apparaît très rapidement dans la réalité de sa personnalité, c'est un lâche, mais un lâche qui ne cesse de se vanter de façon hyperbolique de prouesses. Mais ce sont des prouesses imaginaires qui font sourire tant elles sont exagérées, mais dont il finit par être persuadé lui-même, à défaut de pouvoir persuader les autres personnages. Clindor, donc, entre dans le jeu de Matamor sous un autre aspect que celui qui est le sien. Il entre à son service et encourage, flatte ce défaut. Lise va mentir au geôlier qui prétendait l'aimer. Et Isabelle, par rapport à Matamor, joue constamment sur le mensonge, encourage Matamor dans ce monde de l'illusion et feint d'être sensible à ses prouesses imaginaires.
Donc, illusion au regard des personnages, illusion aussi au regard de la construction de la pièce qui multiplie les apparences trompeuses. Et à partir de ce moment-là, le spectateur, voire le lecteur lui-même, est comme la victime du temps et de l'espace qui, justement, se trouve aboli. D'où les confusions que l'on peut connaître à certains moments. Les points de repère, justement, traditionnels s'effondrent et le spectateur ne sait plus exactement à quel moment du temps il situe l'action. Est-ce le passé, le présent, le futur sont devenus flous, et lui-même se trouve quelque peu perdu. Cependant, la finesse du dramaturge a été de faire intervenir Alcandre. Et Alcandre intervient périodiquement, je l'ai dit, pour prévenir à de multiples reprises Pridamant, qui est la métaphore du spectateur. Il l'avertit d'ailleurs que le dénouement sera probablement heureux, mais Pridamant, comme le spectateur, puisqu'il en est la métaphore, s'émeut au fond à chaque nouvelle déconvenue, à chaque nouveau malheur, notamment de Clindor, puisque c'est son fils. L'illusion joue aussi au regard de la dimension, pourrait-on dire, philosophique. Parce que cette approche de la réalité introduit, au fond, une remise en cause de celle-ci et de ses paramètres. Quand, par exemple, le public de l'illusion comique prend le fragment de la tragédie jouée par Clindor pour la vie même de Clindor, eh bien, le dramaturge pose la question, n'est-ce pas, cette confusion n'est-elle pas le résultat du fait que le théâtre peut ressembler à la vie? Et si justement le théâtre est illusion, alors la vie elle-même ne serait-elle pas à son tour illusion, ou tout au moins source d'illusion? Et face justement à la double crise de l'identité et du réel que, au fond, le spectateur découvre, eh bien, il assiste progressivement au cours de l'illusion comique, à une sorte d'interrogation, à une confrontation, à une interrogation profonde qui le déstabilise. En effet, au-delà de ce jeu de miroir que créent les mensonges en cascade parfois, des différents personnages, le spectateur, disais-je, va s'interroger. Est-il lui-même certain de n'avoir jamais menti? Est-il lui-même certain de n'avoir jamais joué au fanfaron, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions que peut le faire Matamor? Est-il jamais certain de n'avoir pas interprété dans sa vie un personnage, un rôle? Et était-ce authentique? Était-ce son moi profond? Et finalement, la question fondamentale, qui est-il en définitive? Et là se profile bien évidemment une interrogation de nature à la fois philosophique, mais profondément ancrée dans le christianisme très marqué de l'époque. Alors bien sûr, cette pièce, je l'ai dit, sert aussi à Corneille à affirmer la place du théâtre et à en faire l'éloge. En effet, prendre le théâtre pour sujet d'une pièce n'était pas original. Cela s'est déjà fait auparavant au cours du XVIe siècle.
Toutefois, avec l'illusion comique, c'est tout le théâtre qui est mis en scène pour justement en faire l'éloge. Et l'illusion comique se présente donc comme une évocation des diverses sortes de pièces de théâtre qui pouvaient exister au XVIIe siècle. Et là, dans cette évocation, Corneille utilise donc un procédé qui était utilisé dans les cérémonies militaires, donc ce procédé que l'on appelait le carrousel. Or, qu'était-ce que le carrousel? On faisait défiler les troupes en grande tenue et toutes les composantes, au fond, des différentes armes apparaissaient. Or, un autre élément aussi existe à l'époque de Corneille, c'est dans le domaine théâtral public, donc l'exhibition, ou le défilé si vous voulez, que les comédiens mettaient sur les places, dans les rues des villes, pour annoncer leur spectacle, afin de les attirer. Et que faisaient-ils? Eh bien, ils créaient une sorte de parade avec de brefs extraits des pièces qu'ils souhaitaient représenter, afin justement de susciter la curiosité du public et bien évidemment de les attirer comme spectateurs. Or, dans l'illusion comique, nous retrouvons ce procédé donc du carrousel. Pourquoi? Mais parce qu'il y a différents types de représentations, de théâtre au fond, qui sont évoqués. D'abord, on l'a dit, c'est une comédie qui repose sur des ressorts conventionnels. Les deux jeunes gens, Clindor et Isabelle, qui c'est? Le père de la jeune fille, Géronte, qui va s'opposer au mariage et qui préfère un gendre beaucoup plus riche, Adraste. Le rival sera néanmoins éliminé et l'amour va triompher. Donc nous avons le schéma classique de la comédie, et c'est d'ailleurs sur ce canevas que Molière bâtira plus tard la plupart de ses comédies. Mais l'illusion comique est aussi une tragédie. Je l'ai dit, par l'insertion dans l'acte 5 de différents fragments de la pièce que Clindor et Isabelle sont en train de jouer. C'est aussi, avec le personnage de Matamore, un théâtre qui s'apparente souvent à la farce. Matamore est menacé de bastonnade, il court se cacher dans un bosquet, dans un grenier, par la peur, l'exagération, n'est-ce pas, typique des farces. L'illusion comique est aussi un écho à un autre genre qui a cours depuis le XVIe siècle, qui est celui de la pastorale. Or, la présence même d'Alcandre comme magicien et le décor champêtre dans lequel il apparaît évoque aussi donc le cadre des pastorales. Et puis, c'est aussi l'évocation d'un genre que Corneille va illustrer, celui de la tragicomédie, par à la fois l'épisode grave, mais qui se termine bien. Quand je parle d'épisode grave, c'est l'emprisonnement de Clindor et sa condamnation à mort, qui l'amène à réfléchir sur la portée de ses actes et à se repentir. Mais en même temps, on sait que l'issue sera favorable. Alors j'évoquais justement l'éloge du théâtre qui termine cette comédie. En effet, cette mise en scène du théâtre répond à une intention précise. À la fin de la pièce, Alcandre, pour justement faire disparaître, dissiper les préjugés de Pridamant, préjugés relatifs à toutes les formes de théâtre qui sont justement évoquées, eh bien, va
réagir, rebondir sur la réaction de Prydamant et évoquer ce qu'il appelle le divertissement le plus doux, en disant aussi que le théâtre fait, et je continue de citer, les délices du peuple et le plaisir des grands, c'est-à-dire donc il touche tous les publics. Et les dramaturges donc qui ont longtemps été méprisés du fait de la situation générale du théâtre s'efforcent, dit Alcandre donc, d'enrichir culturellement le public. Quant aux acteurs, eh bien, ils peuvent honnêtement gagner leur vie. Donc, le théâtre a des effets bénéfiques sur la société à de multiples égards. Cet éloge, bien sûr, il faut le replacer dans son époque. Aujourd'hui, la situation du théâtre fait qu'il n'est plus nécessaire de vanter les qualités, les sources d'intérêt que ce genre littéraire et ce type de spectacle peut susciter. Il faut se rappeler que, au début du XVIIe siècle, le théâtre avait mauvaise réputation pour plusieurs raisons. D'abord, le cadre même, les représentations théâtrales étaient souvent troublées par des bagarres entre les spectateurs, troublées aussi par le non-respect de l'ordre public, pourrait-on dire, c'est-à-dire que notamment le parterre était hanté littéralement par des voleurs qui se faufilaient dans la foule. Et donc, ce n'est qu'aux alentours de 1630 que la situation va progressivement changer, sous l'influence de divers facteurs. D'abord, les mœurs se polissent, les salons et la cour, donc l'impact de leur influence s'élargit à la société. L'autre facteur important, c'est l'action du cardinal ministre de Louis XIII, Richelieu. Richelieu est un homme cultivé, mais en plus a une passion pour le théâtre, et donc il va polisser, au sens propre, donc polisser la vie théâtrale et faire en sorte que les théâtres donc, seront des lieux plus sûrs. La fréquentation des salles de spectacle ne sera plus nécessairement le lieu de combat entre les spectateurs, on n'y sera plus nécessairement non plus volé, et par ailleurs, il va encourager les jeunes auteurs de son temps, et parmi lesquels Corneille, à écrire aussi des œuvres théâtrales de qualité, capables justement de séduire un public raffiné et de modifier la nature donc de l'auditoire. Et justement, dans le domaine de la comédie, bien, l'illusion comique participe pleinement à cette réhabilitation du théâtre en général. Donc, pour Corneille, ce n'est pas seulement une réhabilitation du théâtre au plan social, mais c'est encore une réhabilitation du théâtre au plan moral. Et Alcandre, disons Corneille par la bouche d'Alcandre, cherche à convaincre donc des vertus du théâtre en adaptant par cette démonstration au fond qu'est la pièce un vieux thème philosophique, donc celui du théâtre du monde, dont il propose, contrairement à la tradition, une version, une dimension laïque, une dimension profane, puisque traditionnellement, le thème du Theatrum Mundi considérait le monde en effet comme une scène où les hommes se livraient à une comédie, sous le regard de Dieu, sans véritablement avoir un pouvoir de décision quant à l'évolution de la pièce à laquelle ils participaient. Or, dans la version profane, finalement, que donne Corneille à ce thème du Theatrum Mundi, eh bien, le Deus ex machina n'est plus Dieu.
Le Deus ex machina, c'est le magicien, c'est Alcandre, c'est-à-dire cette métaphore du dramaturge qui conduit pardon, l'homme, mais l'homme acteur aussi, qui est Clindor. Et lui-même, Clindor, comme les hommes dans la perspective chrétienne, ne comprend pas toujours l'évolution des péripéties qui le touchent. Et au cours justement de l'évolution des différentes étapes de la vie, eh bien, il acquiert une maturité. Et d'ailleurs, le point de cette évolution, notamment de maturité morale, a lieu lors de son emprisonnement et quand il croit être condamné à mort. Et c'est justement cette évolution dans la maturité morale du personnage qui va le conduire à l'équilibre final. On peut dire que le personnage d'Alcandre a parcouru toutes les étapes de l'existence et la confrontation, bien sûr, avec la mort est un moment particulier. Et par conséquent, le théâtre a pleinement joué son rôle que définissait déjà Aristote, c'est-à-dire son rôle cathartique, au point que précisément le père et spectateur qu'est Pridamant redécouvre le bonheur, eh bien, grâce au théâtre. Alors, par les dates, par sa structure, par certains personnages, et notamment Matamor, mais pas seulement, l'illusion comique est aussi une illustration de la dimension baroque du théâtre, donc de Corneille. Baroque, elle l'est d'abord par un thème qui est largement illustré, c'est la prédominance des apparences. La pièce, dans son intégralité, est toute construite sur justement cette notion d'apparence. Elle est forte, et si forte qu'elle est induite en erreur et comprend l'apparence pour la vérité. Matamor n'est qu'une apparence de héros. Le métier de comédien que Clindor et Isabelle exercent est lui aussi fondé sur l'apparence, ce n'est que du paraître. Le spectateur même que le magicien Alcandre anime aux actes 2 à 4, ou des actes 2 à 4, eh bien, ce sont, selon ses propres termes, ce sont des spectres, c'est-à-dire des fantômes, des apparences. Et les pouvoirs extraordinaires, surnaturels du magicien Alcandre permettent à celui-ci de faire croire à Pridamant, donc, que ce qui est faux est vrai, à l'exception peut-être du premier acte de la scène qui livre au spectateur, par le truchement de Pridamant, la clé de l'énigme. Et l'illusion, donc, elle-même n'est qu'une apparence, tant dans le caractère que dans le comportement des personnages. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce thème de l'apparence même finit par structurer la pièce dans son intégralité. Une autre dimension typiquement baroque, c'est l'instabilité, la variété, le changement. On se rappelle que cette dimension humaine et la réflexion philosophique à laquelle elle conduit avait été synthétisée par Montaigne lorsqu'il disait « je peins le passage » en parlant de lui-même. Eh bien, en effet, cette conception du monde régie par la loi du mouvement est extrêmement présente dans l'illusion. Qu'il s'agisse de l'action de la pièce, de la peinture du sentiment amoureux ou des tons de l'œuvre, rien n'est stable, rien n'est fixe, rien n'est homogène, rien non plus n'est linéaire. L'action qui paraît dans un premier temps simple et évidente, un père qui retrouve son fils qu'il cherchait depuis longtemps,
Mais ça n'est que le prétexte de l'action, et le spectateur se trouve vite, au fond, impliqué ou pris dans l'incapacité ou par l'incapacité de désigner le personnage principal de la pièce. En effet, d'abord, Alcandre est le personnage éminent, mais à partir, très rapidement, à partir des premières scènes de la pièce, du premier acte, il se met en retrait et ne fait, je l'ai dit, que des apparitions intermittentes, donc d'avertissement au cours de la pièce. Au deuxième acte, le personnage essentiel, donc, c'est le personnage de Matamor. Au troisième acte, eh bien, c'est Clindor, alors que le personnage de Lise tient le rôle principal au quatrième. Et le cinquième acte replace Clindor au premier plan, mais sous d'autres traits, donc sous les traits du personnage dont il interprète le rôle. Et finalement, tout au long de la pièce, ce que le spectateur finit par observer, c'est qu'il n'y a pas de personnage particulièrement essentiel dans la durée de la pièce. On reprend ce thème, si vous voulez, du carrousel, du tourniquet. Les personnages apparaissent, disparaissent, réapparaissent avec plus ou moins d'importance. Une autre caractéristique de cette instabilité, de ce changement typiquement baroque, c'est la nature du sentiment amoureux, l'inconstance. L'inconstance, donc, est une caractéristique des personnages principaux. Le sentiment amoureux est instable, il change, il est passager. Clindor, d'abord. Clindor est oublieux, donc, d'Isabelle. Et il laisse entendre à Lise qu'il l'épouserait si, bien sûr, elle était riche. Matamor. Matamor, lui, se croit aimé d'Isabelle, qui maintient donc l'illusion. À quelle fin? Eh bien, pour mieux s'assurer, donc, l'amour de Clindor. Dans le fragment de la tragédie de l'acte 5, l'inconstance du prince Florida, donc, devient une infidélité en faveur de la princesse Rosine. Et Isabelle, qui tient le rôle donc de sa femme, elle est indignée et calmée par la suivante Clarine, qui va faire, parce que c'est une suivante, elle peut le faire, la justification assez surprenante de l'infidélité qu'elle présente comme une caractéristique masculine. Elle le lui dit. L'honneur d'un galant homme est d'avoir des maîtresses. Et qu'est-ce qui va finir par rétablir l'équilibre? Eh bien, c'est le pardon final qui transcende donc les illusions. Une autre caractéristique aussi baroque de cette pièce, c'est le mélange des registres. Justement, les différents tons que l'on a évoqués, que les théoriciens du théâtre donc vont condamner, notamment les théoriciens donc élaborant la doctrine classique. Et justement, les scènes où Matamor apparaît sont comiques, fortement comiques, et parfois glissent vers le comique de farce. Un comique d'autant plus fort que, justement, Matamor est un pleutre. Et parce qu'il est un pleutre, disons, le ridicule du personnage se trouve renforcé par ses caractéristiques hyperboliques. Et donc, il est la métaphore par excellence de ce que les critiques ont appelé, notamment Jean Rousset, l'ampoule venteuse. C'est une baudruche de mots, c'est un être de vent, de mots, mais qui est aussi pathétique, tant il est ridicule. Autre dimension, c'est encore plus sérieuse, tragique et même pathétique aussi, c'est le personnage de Clindor lorsqu'il est en prison, je l'ai dit, et qu'il médite sur la mort. Ou même
lorsque Isabelle se lamente de perdre l'homme qu'elle aime. Là, nous sommes dans le cadre de la tragédie pure. Et donc c'est cette variété de tons, variété de registres, qui fera dire à Corneille, donc beaucoup plus tard, quand il donnera l'édition complète donc, de son théâtre, qui, donc plusieurs décennies plus tard, lui fera écrire, lui parler de l'illusion comique comme d'un étrange monstre. Donc l'illusion comique est une pièce bien sûr éminemment baroque, peut-être la plus baroque du théâtre de Corneille, et représentative aussi des tendances de l'époque. Le jeu des apparences n'était pourtant pas nouveau, mais jamais avant l'illusion, donc, cette dimension n'avait constitué l'essence même d'une pièce de théâtre dans le théâtre. Et le thème du déguisement, sans détruire toute la pièce, au fond, joue un rôle dans la dynamique de l'intrigue. On ne peut pas non plus retrancher les scènes où l'inconstance triomphe sans précisément mutiler la pièce. Et on ne peut pas non plus modifier la structure sans justement lui enlever une grande part de sa signification et de son intérêt. Donc, au regard de l'illusion comique comme pièce baroque, eh bien, ce que l'on observe, c'est que cette dimension n'est pas simplement une sorte de coloration répondant à une tendance de l'époque, non, c'est une dimension qui est inhérente à cette pièce, et justement, on a pu dire que l'illusion est moins une pièce baroque que du baroque devenu théâtre. J'aimerais donc, comme je l'ai annoncé, parler des œuvres, donc des œuvres qui vont suivre l'illusion comique et que l'on considère comme les œuvres de la maturité. D'abord, donc, quand le Cid est créé, un an plus tard, en 1636-1637, Corneille est devenu un écrivain célèbre, jalousé même. Et cette tragicomédie correspond, il est vrai, à une sorte de défi pour le poète tragique. D'abord, Corneille se veut fidèle, d'une certaine façon, à son modèle espagnol. Mais, bien évidemment, il va prendre ses distances, des libertés, par rapport aux exigences de régularité. D'abord, par rapport peut-être aux règles que l'on connaît, donc qui règlent d'unité, règlent d'unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Mais aussi par rapport à la bienséance, toutes ces règles que les doctes essaient d'imposer au théâtre pour le régulariser. De ces discussions, donc, va naître ce que l'on a appelé la querelle du Cid, à laquelle des écrivains importants de l'époque, comme Méret ou Scudéry, ont participé. Participé avec excès, puisque, par exemple, Scudéry a traité Chimène je le cite, d'impudique, de prostituée, de parricide, de monstre. Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien parce que Chimène tolère, contre toute bienséance, que le meurtrier de son père soit ou ait avec elle un entretien dans la maison même où se trouvait le mort. Méret, quant à lui, a reproché une trop grande proximité de la pièce avec la source espagnole, donc, de Guillén de Castro, ce qui, bien évidemment, a provoqué chez Corneille, qui était très réactif, donc, une sorte de réponse très vive d'ailleurs, qui s'est intitulée en 1637 « L'excuse à Ariste ».
Et l'arbitrage de l'Académie française, sous la forme des sentiments de l'Académie française sous le Cid, rédigé par Chapelain, a montré un esprit de mesure dans des termes beaucoup plus courtois, même si cet esprit de mesure a démontré une sorte de souci de détail, parfois un peu tatillon, notamment sur le plan terminologique. Cette querelle a permis cependant donc de préciser les positions des théoriciens et des praticiens du théâtre sur quelques points importants de la doctrine. Cette querelle permet entre autres à Corneille, dans divers textes qu'il va publier en 1637 et ensuite en 1639, de s'expliquer sur les principes essentiels de son esthétique, mais la conséquence non dite mais évidente, c'est que désormais il n'aura plus recours au Moyen-Âge comme source d'inspiration de son théâtre dramatique et ne puisera désormais que dans l'Antiquité seule, soit l'Antiquité romaine, de préférence d'ailleurs, et parfois dans l'Antiquité grecque. Horace, 1640, Cinna, 1642, Polyeucte, 1642-43, la mort de Pompée, 43-44, l'année suivante, 44-45, Rodogune. Et avec ces différentes tragédies, Corneille s'est affirmé comme le dramaturge à la fois de l'histoire, mais aussi de la politique. Et ces œuvres possèdent en effet en commun la confrontation présentée sans aucun compromis d'un héros exceptionnel ou d'un souverain auquel il doit rendre juge de ses actes, ou comme dans la mort de Pompée ou comme dans Rodogune, la présence de princes qui s'efforcent d'imposer une légitimité contestée. Mais ces tragédies manifestent aussi un sens aigu du devenir historique et de la portée qui peuvent prendre les actes individuels, aussi bien que les décisions souveraines. Et cette portée prend dans Cinna et dans Polyeucte une dimension spirituelle. Mais l'ensemble de la production tragique de Corneille, dans l'ensemble, on peut discerner dès cette époque et jusqu'à Pulchérie la présence secrète mais efficace d'une autre dimension, celle de la providence divine. Et si Corneille n'a rien produit entre 1651 et 1659, après justement l'échec de Pertharite, ce n'est pas qu'il ait renoncé à un art dont ses maîtres jésuites, je l'ai dit, lui avaient enseigné les vertus. C'est plutôt que cet auteur vieillissant sentait qu'il n'était plus à la mode. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on peut déceler dans l'avis au lecteur de Pertharite, et je cite Corneille, « Il vaut mieux que je prenne congé de moi-même que d'attendre qu'on me le donne tout à fait. Et il est juste qu'après 20 années de travail, je commence à m'apercevoir que je deviens trop vieux pour être encore à la mode. » Dans les années qui suivent la Fronde, le théâtre de l'extraordinaire, donc, qu'il s'agisse du caractère des personnages ou des caprices de l'intrigue, eh bien, ce type de théâtre intéresse moins le public que, justement, ou la fantaisie comique ou la divagation romanesque. Et cette retraite, donc, de pratiquement une dizaine d'années, ne correspond pas à un reniement. Corneille entretient une correspondance assidue avec un grand connaisseur et un fin connaisseur des choses du théâtre, l'abbé de Pur. Et d'ailleurs, il prépare, à partir de 1656, l'édition complète de son théâtre en rédigeant les discours qui ouvriront chacun des 3 volumes, puis les examens qui vont remplacer les avis aux lecteurs ou les préfaces des premières éditions.
Et d'autre part, la publication par l'abbé d'Aubignac de la célèbre Pratique du théâtre de 1657 l'encourage par le subtil mélange d'éloges et de critiques qui s'y trouvent à s'expliquer plus précisément sur son art et à en projeter de nouvelles illustrations. En 1658, donc, c'est-à-dire 30 ans après la rencontre avec Mondori, dont j'ai parlé, qui avait lancé, au fond, la carrière théâtrale de Corneille, eh bien, Corneille fait connaissance de Molière. Il fait connaissance de Molière et de sa troupe qui viennent d'arriver à Rouen. Et c'est à cette occasion que le poète, qui est sensible aussi à l'actrice marquise du Parc, va adresser ce fameux poème « Marquis, si mon visage », etc. Mais c'est à la sollicitation de deux mécènes que Corneille va revenir au théâtre. Le premier, c'est le surintendant Fouquet. Et pour Fouquet, Corneille écrit donc sa tragédie Oedipe, qui est tout à fait conforme au goût du commanditaire, qui est à la fois, qui aime le style précieux, mais c'est également symbolique d'un retour décidé à la tradition grecque de la tragédie à reconnaissance, mais aussi à la tradition sénéchienne de la difficile victoire du héros sur son destin. L'autre mécène, c'est le marquis de Sourdéac, donc seigneur de Neubourg, et pour lui, Corneille entreprend en 1656 la rédaction de sa seconde tragédie à machine, La Toison d'or, qui sera représentée en 1660 et va constituer un des divertissements offerts au jeune roi Louis XIV et à sa nouvelle épouse Marie-Thérèse. Je l'avais dit tout à l'heure, Corneille a été régulièrement pensionné et considère d'ailleurs le roi comme son protecteur officiel. Et d'ailleurs, les œuvres qu'il publie à partir de 1664 constituent ce que l'on appelle la série royale, où alternent les leçons politiques et les éloges de la personne de Louis XIV. En 1664, c'est le triomphe d'Othon. Puis vient Agésilas, Attila, qui connaît un succès relatif. Et ce succès devient chaque fois plus relatif car a surgi un rival dont le goût, disons, dont les caractéristiques correspondent de plus en plus au goût du jour. Ce rival, je l'évoquais tout à l'heure, c'est Racine. Et en effet, à partir de 1667, Andromaque s'impose. 1669, Britannicus. Et, pire encore pour Corneille, 1670, deux pièces au même thème sont en concurrence. Pour Racine, c'est le succès de Bérénice. Et pour Corneille, eh bien, Tite et Bérénice marquent le pas. Et là, on peut dire que c'est l'échec de la comédie héroïque qu'il donnait au théâtre du Palais Royal. Et Madame de Sévigné, donc, qui appréciait Corneille et qui suivait le dramaturge, l'écrit. Donc, notre vieil ami Corneille plaît moins désormais donc, que Racine. La dernière tragédie de Corneille, Suréna, qui sera représentée à l'Hôtel de Bourgogne et que la postérité considère comme un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre justement qui n'a pas été apprécié par ses contemporains, était elle aussi en concurrence d'une autre grande tragédie de Racine, Iphigénie. Et justement parce que les goûts avaient changé, Corneille n'a pas su toucher le public de ses contemporains. Les œuvres de sa maturité, ce que Corneille a appelé donc ces malheureux étouffés au berceau, donc méritaient, et on s'en aperçoit bien sûr avec le recul du temps, des fortunes beaucoup plus heureuses. On peut dire qu'au cours de la longue carrière théâtrale, Corneille a connu les diverses formes du mécénat, les caprices, les vicissitudes aussi de la vie théâtrale.
Mais d'abord, il a reçu quand même un double honneur, celui par l'intermédiaire de son père de l'anoblissement, puis de l'élection à l'Académie française. Et cette carrière se caractérise aussi par la variété, puisque le poète a pratiqué tous les genres dramatiques. Je l'ai dit, la comédie moderne à la française, mais il a aussi imposé la comédie héroïque. Il a donné au théâtre à machine de très belles illustrations et il a porté une forme de perfection à la tragédie, mais la tragédie avec une fin heureuse. Et la grande majorité de ces pièces, qu'elles touchent à la mythologie, qu'elles touchent à l'histoire, à l'actualité, n'a pas véritablement de précédent dans l'histoire du théâtre français. Et cette particularité, donc, s'est affirmée toujours davantage avec les années. Et d'ailleurs, Corneille se distingue aussi par des emprunts qu'il fait à des historiens souvent peu connus ou à des épisodes obscurs de l'histoire antique. Et donc, les sujets et les personnages qu'il met en scène, eh bien, lui donnent une grande liberté dans l'organisation de la pièce, mais aussi dans l'écriture de ces tragédies. Et c'est cette variété même qui fait la richesse, mais aussi la difficulté de la tragédie cornélienne, qui est justement, qui n'est pas uniforme, et qui se trouve réunie donc dans 3 groupes de textes. Nous avons les préfaces, les dédicaces aussi, les discours qui sont publiés en tête de chacun des volumes de l'édition, les examens aussi qui viennent remplacer les préfaces. Alors, quelle a été la doctrine de Corneille ? Quelques principes essentiels sont affirmés dans les discours. À la doctrine communément admise, Corneille oppose la conviction que, selon Aristote lui-même, les grands sujets doivent toujours aller au-delà du vraisemblable, et que dans la manière même de les traiter, le poète doit encore préférer les nécessités propres au théâtre, qui imposent la continuité de l'action, la sublimité propre au grand genre et le respect, même relatif, des unités de jour et de lieu. Dans le discours de la tragédie, Corneille opère une révolution en définissant les ressorts du plaisir tragique. Justement, à la pitié et à la crainte dont il ne voit qu'elles ne guérissent de quelque passion que ce soit, il substitue la notion d'admiration, en laissant justement à ce mot une sorte d'ambiguïté qui, d'ailleurs, était celle que le XVIIe siècle donnait à ce mot. Par exemple, l'admiration pour Rodrigue ou pour Nicomède est un sentiment positif. L'admiration pour Cléopâtre ou pour Médée est un étonnement horrifié. Mais le spectateur et le lecteur sont invités à une même conscience de la grandeur héroïque. Et dans la définition du sujet tragique, Corneille emprunte à la doctrine d'Aristote l'idée d'un personnage poursuivi par un proche qui doit, au nom du devoir, ou qui veut, au nom de la passion, le faire périr, contre tout sentiment naturel. Et aux diverses formules de la poétique d'Aristote, eh bien Corneille préfère celle qu'Aristote refuse justement, où le personnage connaît son ennemi mais renonce à achever son entreprise meurtrière, ou s'en trouve empêché aussi par les circonstances sous une force providentielle. Et cette formule peut rappeler donc bien sûr celle de la tragicomédie. Et Corneille se réfère notamment au Cid, mais il a rappelé également que des tragédies comme Cinna, Rodogune ou Nicomède mettent cette dimension d'application, qu'il s'agisse par exemple de la conversion du poursuivant à la générosité, ou comme dans Rodogune, de l'intervention d'un événement providentiel. Dans tous les cas, le ressort mis en œuvre est, comme dans l'invention des personnages,
celui de l'admiration. Et donc Corneille prend acte dans ses discours de l'exigence moderne de faire aimer les principaux personnages de la tragédie. Et plus généralement, il entend s'adresser au moins autant à l'affectivité et à l'imagination spontanée qu'à l'intelligence abstraite. Et le trop grand scrupule, dit-il, des théoriciens peut rendre une œuvre froide, un poème contraint, c'est son terme, particulièrement quand il s'agit justement des unités. Celles-ci, selon Corneille, ne doivent pas être entendues comme des préceptes qu'on devrait appliquer à la lettre, mais comme principes qu'on doit pratiquer selon l'esprit. L'unité d'action est avant tout une unité dynamique, d'obstacles ou de périls. L'unité de jour doit être souplement pratiquée et laisser son libre jeu à l'imagination de l'auditeur. L'unité de lieu s'accommode des conventions tacites que le spectateur réel admet spontanément. Et on voit bien la cohérence des principes, donc, qui sont affirmés dans les discours. L'œuvre théâtrale, selon l'idéal cornélien, relève de l'esthétique de la véhémence persuasive, en dépit justement des paradoxes qu'elle peut mettre en œuvre. Et le poème est envisagé le poème tragique bien sûr, est envisagé dans un devenir où le spectateur est entraîné par son affectivité. Il s'attache donc à des personnages, à des événements, mais aussi à un langage qui échappe à la raison commune. Et donc il est surpris par l'extraordinaire ou enlevé même par ce que l'on appela la sublimité. Or, le langage atteint ce concept du sublime, d'ailleurs que lui reconnaît Boileau. Et ce sublime apparaît soit dans la simplicité d'une formule abrupte, soit dans l'outrance, au contraire, des imprécations, soit encore dans le chant modulé en stances ou en dialogue lyrique. Pensons par exemple aux stances de Corneille, aux stances du Cid, ou encore au dialogue lyrique que l'on a dans Paulieu. Et son objet est d'abord la vive affirmation de soi à travers la brutalité ou l'ironie. Et dans ce registre, Suréna, donc, est tout à fait digne de Polyeucte et Eurydice de Pauline. Le goût cornélien de l'extraordinaire dans l'invention de l'exceptionnel, dans les personnages et du paradoxe dans l'expression, s'explique sans doute par la fascination qu'exercent sur lui les valeurs aristocratiques de son temps. Valeurs aristocratiques qui sont volontiers confondues dans son théâtre avec les valeurs héroïques. En évoquant de grands destins, des êtres qui s'appliquent à s'y conformer, au risque d'ailleurs de créer parfois le désordre apparent ou de courir un danger mortel. Et justement, c'était répondre sous Richelieu comme sous Mazarin à l'attente d'un public noble, amoureux de la gloire. Mais le refus de la compromission, le renoncement à soi que cela peut impliquer, tout cela, on le trouve par exemple chez Médée, dans son action criminelle, chez Suréna, dans sa mélancolique démission qui répondait à l'attente d'une autre gloire plus secrète, celle justement qui couronne les saints et les martyrs. Et il est arrivé à Corneille de confondre l'un et l'autre, et d'ailleurs le janséniste Nicole, dans son traité de la comédie de 1667, lui a reproché vivement. C'est pourtant dans cette respiration entre héroïsme et sainteté que réside peut-être l'essence ou le principe du drame cornélien. Et j'aimerais maintenant, au fond, caractériser en peu de mots ce qui définit peut-être l'écriture dramatique de Corneille. Je l'ai dit quand, au moment de la première édition complète de son théâtre, Corneille, revenant sur l'illusion comique, l'a taxé d'étranges monstres.
elle présentait en effet un échantillonnage à peu près complet des divers registres que le poète tragique pouvait pratiquer. Et dans la vie d'une de ses comédies, La Veuve, de 1634, Corneille affirmait déjà que la pompe, ou encore ce qu'il appelle l'éclat des vers, n'était justifié dans une œuvre théâtrale que si le sujet le demandait. Il écrivait encore, et je le cite, « Ce n'est qu'aux ouvrages où le poète parle qu'il faut parler en poète. Plaute n'a pas écrit comme Virgile et ne laisse pas d'avoir bien écrit. » Et présentant pratiquement 20 ans plus tard la tragédie de Sertorius en 1662, il souligne que son sujet exclut les descriptions pompeuses ou encore ce qu'il appelle les narrations pathétiques, réaffirmant donc la nécessaire adaptation du style au thème abordé. Pompée, justement, réclamait une emphase tout à fait digne de la source dont il provenait, de Lucain. Les tragédies politiques qui sont postérieures à 1660 demandent plutôt une sorte de sobre rigueur dans l'exposé historique et aussi dans le débat d'idées. Et un point commun réuni dans l'esprit du poète, c'est divers poèmes tragiques, une rhétorique adaptée aux exigences propres du langage. Et je cite Corneille, « Le langage doit être net, les figures placées à propos et diversifiées, et la versification aisée et élevée au-dessus de la prose, mais non pas jusqu'à l'enflure du poème épique, puisque ceux que le poète fait parler ne sont pas des poètes. » Et ça, c'est dans le premier discours de 1660. Il reste donc que Corneille, néanmoins, à l'occasion, ne s'est jamais privé non plus d'écrire en poète, comme il le dit, quand il pensait que le genre abordé le lui permettait. Et en dehors de ces moments que j'avais évoqués, les stances ou les dialogues lyriques, qui font les beautés du Cid ou de Polyeucte, le simple alexandrin, dans les œuvres de la maturité ou de la vieillesse, atteint souvent une qualité musicale qui peut justement ralentir l'action tragique. Ainsi, je cite le « toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir » d'Eurydice dans Suréna, ou les effusions du sentiment, l'évocation du passé heureux et révolu, le chant du désespoir tel qu'on le rencontre bien sûr dans Le Cid ou dans Pulchérie, garde volontiers donc l'allure de l'élégie plaintive. Et Corneille paraît donc avoir fondé sa poétique sur deux convictions complémentaires. Le théâtre est un genre qui a ses formes d'expression, qui sont redevables d'une double nécessité. La nécessité de la clarté dans l'exposé et de l'efficacité dans la représentation de l'action. Mais le théâtre est aussi un univers avec de multiples dimensions qui peut inclure dans ses rythmes, dans son verbe, dans les suggestions sensibles qu'il propose, les formes qui sont réservées en principe aux autres genres littéraires, de la narration épique à la plainte élégiaque, en passant aussi par la célébration lyrique. Et finalement, quelle est la morale du théâtre cornélien? Eh bien, la tragédie peut apparaître comme un traité des devoirs du citoyen. On a souvent assimilé l'éthique du poète à l'idéal du renoncement à soi, au profit justement de la communauté. Et l'ensemble de l'œuvre tragique présente comme une de ses constantes l'évocation des obligations du héros envers les siens, à l'égard de sa caste, devant l'autorité politique, et au moins dans le secret de son cœur, devant l'autorité de la loi religieuse. Néanmoins,
il s'en faut de beaucoup que ces diverses obligations soient toujours compatibles, quand bien même le dénouement parvient à les surmonter. Une certaine hantise du poète anime les héros de celui-ci. D'abord celle de la mise en accusation, du procès, que ce soit Rodrigue, que ce soit Horace, que ce soit Cinna, que ce soit Polyeucte, ou même plus tard Sertorius ou Suréna, ils doivent défendre leurs convictions morales, ils doivent défendre leur vision politique ou leur foi auprès d'une autorité justement qui les conteste. Et cela ne va pas sans ambiguïté. Et Corneille, en cela, est un véritable auteur dramatique. Il laisse s'exprimer ses vers face à Polyeucte, il laisse s'exprimer Flaminius en face de Nicomède. Les débats qu'il introduit dans Cinna, dans Pompée, dans Sertorius ne sont pas de simples exercices d'école, ils conduisent justement à la confrontation de valeurs d'ordre divers. L'État républicain contre l'État monarchique, la prudence et la générosité dans le gouvernement, la révolte contre une autorité abusive ou la soumission au souverain placé par la Providence à la tête de l'État. Et la hiérarchie que le dénouement paraît imposer quand le héros généreux triomphe ou quand sa défaite le rend aux yeux des spectateurs plus admirable encore, n'est pas toujours assimilable à une hiérarchie morale. Donc, pour conclure, on peut dire que la leçon que le théâtre de Corneille apporte est rarement une leçon univoque. Corneille laisse aux spectateurs et aux lecteurs le soin de conclure. Il accorde le droit de choisir. Le théâtre n'est ni conformiste, ni systématiquement contestataire. Les plus admirables personnages sont des héros de l'excès. Leur conduite n'instruit pas directement, elle est plutôt une mise en garde. Et la véritable morale, donc, du théâtre cornélien réside peut-être comme pour beaucoup de ses contemporains, en la recherche aristotélicienne, c'est-à-dire c'est une morale ouverte qui permet donc une grande variété de lectures, et cette variété de lectures, c'est toute l'œuvre dramatique de Corneille qui la propose. Je vous remercie.